BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Alexandra Paget, notre bibliothécaire du jour. Bonjour Alexandra. Bonjour Emmanuel. Alexandra, on fête, entre guillemets, on rappelle que nous vivons le 15e anniversaire de la faillite de la banque d'investissement Lehman Brothers. Et vous avez choisi de nous parler d'un livre qui raconte par le menu cette aventure. C'est Too Big to Fail d'Andrew Ross Sorkin. Exactement. Trop gros pour tomber, traduction. Et c'est en résumé, effectivement, ce titre, l'histoire d'une illusion. Celle de la banque d'investissement Lehman Brothers, persuadée d'être trop importante pour être lâchée, quelles que soient ses dérives. Andrew Ross Sorkin, il est journaliste économique au New York Times et il livre une chronique quotidienne, presque heure par heure, de ce printemps 2008, Emmanuel. Le livre a été primé à de multiples reprises et HBO en a tiré une série du même nom que je vous conseille. D'ailleurs, c'est très bien fait. Alors, faites-nous entrer dans les arcanes de la finance new-yorkaise et du pouvoir à Washington. Je vais essayer en tout cas. Lehman Brothers, c'est une institution, je ne vous l'apprends pas, elle est fondée par les frères Lehman en 1850. En 2008, elle est dirigée par Richard Fuld et sous sa direction, la banque réalise des profits records, 4 milliards de dollars en 2007. Des profits à la hauteur des risques pris parce que pour 30 dollars empruntés, c'est $1 de capital. La chute de Lehman Brothers, la plus grosse faillite américaine de tous les temps, c'est l'histoire d'un vénérable membre de l'establishment qui a fini par vivre à crédit sur des actifs immobiliers devenus pourris et trop dilués. Après avoir trop spéculé sur le dos de ses clients, la banque perd énormément d'argent et c'est là que, le 15 septembre 2008, La banque licencie ses salariés et les marchés s'effondrent. Et ce jour-là, la planète financière panique devant l'ampleur de l'onde des répliques que ça pourrait engendrer. Alors, le week-end précédent, les négociations ont capoté. C'est un peu une des raisons aussi de cette catastrophe, cet orgueil des dirigeants de Lehman qui rejettent finalement toutes les possibilités de rachat. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les solutions sont envisagées ce week-end-là, Emmanuel. Le rachat, le sauvetage public, tout ce que vous voulez, tout échoue. Après, le secrétaire du Trésor, les banquiers, à leur tour, refusent de renflouer la banque, qui devient donc insolvable. La méfiance se généralise. D'autres géants risquent de s'écrouler. George Bush intervient, met en place une structure chargée de racheter et de gérer les actifs toxiques. Enfin, vous connaissez l'histoire. C'est 700 milliards de dollars, la note. Ça fait beaucoup quand même. Donc, Lehman Brothers est sacrifié par la Fed et le gouvernement américain pour sauver ses petits copains Fannie Mae ou Freddie Mac. Mais le récit s'achève alors que le secrétaire du Trésor, le président de la Réserve fédérale des États-Unis et le président de la Réserve fédérale de New York obtiennent des 9 plus importantes institutions financières américaines qu'elles acceptent des fonds de sauvetage pour montrer l'exemple. Et c'est là, justement, où vous avez parfaitement raison, c'est que là, on va arrêter de faire les malins. Et c'est là où on voit aussi l'importance dans tout ce récit, finalement, de la confiance qui est vraiment cruciale dans ce monde de la finance. Exactement, et c'est le mot-clé. Le livre montre bien, effectivement, l'importance que joue la confiance dans la vie de ces énormes institutions financières. Celle des investisseurs, d'abord, qui jouent sur le cours des actions, la confiance relative envers les chiffres présentés dans la comptabilité, la confiance entre des dirigeants de banques à l'ego surdimensionné et finalement la confiance minée du grand public envers ces grandes banques. C'est le mot-clé de ce conte réel et pas pour les enfants. Les marchés financiers ne reposent que sur la confiance, aussi fragile qu'un rêve évanoui, celui d'une banque trop grosse pour tomber, mais qui tomba quand même. Et celui qui nous fait rêver toutes les semaines avec sa moisson d'études glanées dans le monde entier, on le retrouve immédiatement. Benahouda Abdelhaim. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Cher Benahouda, bonjour. Bonjour. On commence par s'intéresser aux effets de la compétition entre grandes puissances sur la stabilité sociale aux Pays-Bas.
Oui, pays calme s'il en est, Oui. mais qui a peur. C'est un travail de recherche pour le Centre d'études stratégiques de La Haye. Jorestier et ses deux collègues évaluent ici du point de vue des secteurs essentiels aux Pays-Bas la combinaison de risques posés par le gaz russe, certaines matières premières chinoises critiques et les semi-conducteurs taïwanais, entre autres. Ils partent de l'idée d'une menace globale qui a le potentiel de perturber les fondements même de la prospérité des Pays-Bas, et cela à court terme, écrivent-ils, celle où les grandes puissances dont ne fait pas partie les Pays-Bas, dotés d'une puissance politique, économique et militaire exceptionnelle, intensifient leur concurrence géopolitique. Ces analystes néerlandais et italiens cartographient de façon très instructive les effets possibles de telle ou telle crise sur le fonctionnement de la cinquième économie de l'Union européenne. Ils élaborent pour cela en gros deux scénarios centraux de crise qui se produiraient entre 2028 et 2032. L'un autour d'un embargo sur les minerais critiques qui serait imposé par la Chine à l'Union européenne et l'autre autour d'un blocus maritime chinois à l'encontre de Taïwan. Les deux hypothèses provoqueraient, selon eux, de graves dégâts sur les Pays-Bas parce qu'au-delà de compromettre sa transition écologique et son avancée numérique, différents domaines vitaux pour la société néerlandaise seraient mises à mal. La santé, la défense, l'énergie, les transports et les communications. Et alors la stabilité sociale néerlandaise, dans leur raisonnement, serait immanquablement compromise. Les auteurs considèrent donc que les Pays-Bas et l'Union européenne en général doivent à court terme prendre toutes les dispositions pour résister autant que possible à ces chocs qui, selon eux, s'annoncent. Il faut pour eux commencer à couper d'ores et déjà dans certaines dépendances stratégiques. On peut relever que ce document répond à une commande de la police néerlandaise pour alimenter son programme de surveillance stratégique. Passionnant. On s'intéresse maintenant, Benahouda, au métier de rêve d'influenceur. Est-ce que ça fait rêver les jeunes Allemands? Alors oui, influenceurs? C'est une publication scientifique de l'IW, qui est l'Institut de l'économie allemande à Cologne. Et son économiste principal pour le numérique a scruté comment un demi-millier de ces jeunes compatriotes, autour de 16 ans, voient ce monde éblouissant, je cite. Ils ont participé à un programme de junior entreprise durant l'année scolaire précédente, 2022-2023. Et Barbara Engels établit à quel point ces adolescents allemands ont une approche plutôt nuancée de cette activité d'influenceurs sur les réseaux sociaux. On peut mener un quotidien aventureux, écrit-elle, en testant de nouveaux produits, potentiellement en amont d'une mode. Globalement, ils cernent bien les avantages en termes de créativité et de flexibilité de cette activité, mais également l'âpreté de la concurrence, du succès fuyant et de la quantité de travail colossale à déployer pour percer et se maintenir. En tout cas, il n'y a pas là de quoi décourager près d'un cinquième de ces jeunes tentés par l'entrepreneuriat. Pour eux, influenceurs, cela représente une perspective professionnelle tout à fait enviable. Filles et garçons, il faut le noter, ont à peu près les mêmes perceptions, qu'il s'agisse des opportunités ou bien des défis autour de cette activité spécifique, activité économique. Les raisons invoquées pour ne pas s'y risquer concernent surtout le défaut de vie privée ainsi que l'excès de pression sociale et de stress que cela entraîne. Une personne interrogée dit ainsi: il faut poster quelque chose tous les jours, même les mauvais jours. Barbara Engels considère que ce secteur peut tout à fait représenter une alternative valable au régime de salariat exclusif traditionnel, mais dit-elle, comme une source de revenus d'appoint, parce qu'on y gagne rarement entièrement sa vie en étant influenceur, montant à l'appui. Cet économiste présente par ailleurs sa recherche comme une incitation à examiner de plus près cette économie dite créative, à la fois sur un plan scientifique, mais aussi sur un plan politique. Et vous nous présentez maintenant, Benahouda, une interprétation sociologique de la flemmardise, le dilemme de la jeunesse chinoise au travail. Oui, alors que devient le plus grand nombre de la jeunesse au sein de la deuxième économie mondiale? C'est vraiment devenu un thème qui, là-bas, suscite une recherche universitaire, académique de plus en plus nourrie. Et voici le texte de deux professeurs de l'école de philosophie et de sociologie de l'université de Jilin, qui se situe dans le nord-est du pays. Il a été repéré par un site canadien très intéressant, Reading the China Dream, qui est consacré à la vie intellectuelle dans la Chine contemporaine. Et alors, ces deux chercheurs examinent le phénomène des jeunes Chinois accaparés par les distractions en ligne pendant leurs heures de bureau, tout en donnant
surtout à l'encadrement, l'impression qu'ils se consacrent entièrement à leur tâche. Wu Xiaojin et Chang Jingrong écrivent que cette flemmardise en ligne, donc d'un nouveau type, est le reflet de l'érosion du processus traditionnel de production, je cite, de par une technologie qui efface les frontières autour du travail. Ces deux enseignants, loin de servir une leçon de morale à leurs jeunes compatriotes, analysent cette distraction connectée plutôt comme une réaction naturelle à des mutations dans lesquelles ces jeunes ne peuvent plus toujours aller vers l'avenir qui leur était supposément promis dans cette deuxième économie mondiale. Lorsque les entreprises utilisent la technologie pour exploiter la plus-value des travailleurs, peut-on encore lire, ceux-ci réagissent en utilisant leur temps de travail pour poursuivre leurs activités de loisirs. Les auteurs évoquent y compris une soupape de sécurité dans l'organisation contemporaine du travail. Considérer cette flemmardise en ligne comme une stratégie anti-entreprise, écrivent-ils, et prendre des contre-mesures sévères ne sera certainement pas la solution. D'autant que le phénomène peut y compris enrichir les compétences, comme ce jeune décorateur qui explique très bien comment ces échanges annexes en ligne avec les clients sur les réseaux et applications peuvent l'aider à apprendre des choses et donc à améliorer sa productivité. C'est vrai que ça fait partie de la stratégie de certaines entreprises de laisser aux salariés une partie de leur temps libre pour développer les projets qu'ils souhaitent. Merci beaucoup, Benaouda Abdelhaim. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute. Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui ? Moi, je reste dans le thème de la guerre économique. Donc, guerre économique, comment la gagner ? Un petit livre qui vient de sortir du centre de recherche 451 de l'école de guerre économique. On dit toujours, et c'est vrai, que la France, l'Europe est en retard dans la guerre économique face aux Chinois, aux États-Unis. Et là, vous avez plusieurs papiers qui montrent des guerres économiques gagnées par les Français. Vous avez un article absolument remarquable, si on n'a qu'un à lire, d'une chef d'entreprise française spécialisée dans les paratonnerres qui explique comment les Allemands, les concurrents allemands ont mené une guerre économique pour essayer de la détruire, comment elle a réussi à se battre, comment elle a réussi à gagner. Et article absolument formidable. Vous avez un autre sur, vous savez, comment les Américains utilisent la lutte contre la corruption pour attraper, on a l'exemple du gars d'Alstom qui a passé du temps en prison. Là aussi, on a un gars qui a passé du temps en prison, mais il a décidé de se battre. Il a été au procès, il n'a pas cédé, il n'a pas payé l'amende, et il a gagné le procès aux États-Unis. Plein d'exemples de guerre économique gagnée vis-à-vis des États-Unis. C'est pas si souvent que ça arrive. Il y a plein d'autres contributions, mais franchement, celle-là, elle valent le détour. Allez, Cocorico, Jean-Marc Daniel. Oui, notre forme de Cocorico, c'est le livre de Nelly Rodi. Je ne sais pas si vous voyez qui est Nelly Rodi, c'est une grande spécialiste de la mode. Elle conseille les grands couturiers. Et, elle vient de sortir ses mémoires, ça s'appelle Quelques saisons d'avance, et elle raconte ce milieu. Alors, il y a des éléments un peu personnels. Elle a vécu en Algérie, mais c'est un milieu que, enfin, moi, à titre personnel, je connais assez mal, et elle décrit tout ce monde de la haute couture de façon très pratique et assez émouvante. Eh bien, moi, j'ai choisi un livre qui nous fait pénétrer dans un univers aussi formidable, un univers de rêve. Songez que chaque année, 80 millions d'enfants et 10 millions d'adultes reçoivent en cadeau une boîte de Lego. J'en fais partie, je vous l'avoue. Et donc, c'est avec émotion que je vous présente cette saga Lego. C'est écrit par Jens Andersen, la petite brique qui a conquis le monde. Et ça nous raconte vraiment la saga incroyable de cette famille, la famille Christiansen. Songez que ça commence en 1920 dans un atelier de menuiserie et que ça devient la première entreprise mondiale du jouet et la marque la plus aimée au monde. Il y a plein de photos, plein d'anecdotes, plein d'histoires. Il y a aussi cette formidable histoire de créativité, d'innovation qui a fait la marque. Donc c'est de l'économie, c'est de l'histoire, c'est du plaisir. Je ne saurais trop vous recommander cette saga Lego. C'est chez Duno. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne lecture.